Bienvenue sur les éclaireurs de Drac et Rayon. Je suis Madus. Et je suis Srogat, c'est parti pour l'épisode 11. Au sommaire de l'épisode d'aujourd'hui, nous ferons un récapitulatif des différentes news qui sont tombées depuis le 8 mars, notamment sur Discord. Mais nous ferons également un grand tour des différents spoils, il y en a pour tous les royaumes et tous les goûts, donc vous trouverez certainement votre bonheur. Et nous avons également deux spoils exclusifs à vous présenter. Ce sont des cartes que nous apprécions tous les deux très particulièrement, elles synergisent très bien avec leur archétype, donc restez avec nous jusqu'à la fin pour en profiter. Mais avant d'attaquer, je laisse la parole à Badius pour ce dernier épisode avant les vacances d'été. Tout à fait. Il s'est passé pas mal de choses depuis le 12 mars et la dernière émission de Road to Release qu'on avait présentée, donc c'est l'épisode numéro 10. On a enrichi la chaîne de nouveaux contenus, on a créé il y a 4 playlists maintenant qui existent. Et mis à part les Road to Release, tous les autres sont arrivés après le 12 mars. Donc on n'a vraiment pas chômé. On a eu la petite bataille entre EQ et moi, les gameplays, au cours desquels on avait reçu QT pour le premier, Tekris pour le second, et la série de Découvrons Dracarion, qui s'adresse aux nouveaux joueurs ou aux personnes qui ont appris à jouer au cours d'initiation, qui ont découvert le jeu mais qui doivent creuser pour aller plus loin. Voilà, donc on a essayé de mettre pas mal de ressources à disposition des nouveaux et des moins nouveaux. C'était assez éprouvant, n'est-ce pas, Srogat? C'était intéressant, on va dire. Voilà, agréable à faire mais éprouvant. Ce qui fait que on va s'octroyer, je pense, comme tout le monde, une petite pause estivale. Petite pause qui démarrera là, vraisemblablement après cet épisode, et qui courra jusqu'à la rentrée a priori. Il y aura peut-être juste, on va essayer de travailler pour mettre en ligne la demi-finale du tournoi qui avait eu lieu en ligne en février, entre QT et notre ami Chris. Donc on travaille d'arrache-pied pour essayer de vous fournir quelque chose d'un peu sympa. Voilà, mais a priori ce sera la dernière émission, donc avant la rentrée. Eh bien, c'est parti pour les news. Première information, nous avons enfin un aperçu plus précis concernant la répartition des cartes dans le set de base. Pour rappel, ce set principal se compose de 300 cartes, et pas 299 comme de fourbes succubes d'où l'on chuchotait. Et les cartes se divisent comme suit. Vous allez avoir parmi ces 300 cartes 56 cartes par royaume. Donc 11 cartes uniques avec 3 cités, 3 bannières, 5 manœuvres, et 45 cartes non uniques. Personnages, attachements, événements. Donc 56 cartes par royaume, ce qui fait 56 x 5, 280 cartes en tout pour les différents royaumes. Il reste donc 20 cartes uniques, neutres, qui à mon avis sont sûrement 20 manœuvres. Si vous avez pris le classeur proposé lors du Let Pledge, sachez qu'il est possible de ranger dedans 720 cartes en tout. Donc si vous souhaitez ranger l'intégralité de la collection des cartes du set de base, ça vous fait 225 cartes non uniques en x4, donc ça fait 900 cartes. Et encore, on rajoute à ça 75 cartes uniques, donc ça nous fait un total de 975 cartes à ranger pour le set de base. Il vous faut donc deux classeurs dans le format du Let Pledge. Par contre, vous pouvez prendre aussi n'importe quel autre classeur qui est capable de contenir 975 cartes. Pour information, d'ailleurs, les sets suivants, eux, vont se composer généralement d'à peu près 125 cartes, qui vont être réparties comme suit. 24 cartes par royaume, 3 cartes uniques et 21 cartes non uniques. Vous ajoutez à ça 5 cartes non uniques non affiliées, donc aucun royaume, et ça nous fait pour une collection complète d'un set supplémentaire de 440 cartes pour la collection. Les sets sortiront à peu près au rythme de 3 sets par an, donc ça nous fait une extension tous les 4 mois, ce qui nous laissera bien le temps d'apprivoiser la méta et surtout de faire plaisir aux contemporains. On enchaîne sur la règle du draft. Oui, et écoute, je t'écoute. Explique-nous Et tout ça. voilà, alors le draft c'est un format que pas mal de joueurs qui ont essayé apprécient, et c'est également un bon moyen de découvrir le jeu, puisque ça consiste à que chaque joueur arrive avec des boosters, ou s'il les a pas, qu'ils les achètent en boutique, le même nombre de boosters, donc là ce nombre-là n'est pas encore connu à l'heure où je vous parle. On ouvre chaque booster un par un, on les passe autour de chaque joueur dans un certain sens autour de la table pour que chacun pioche une carte, passe le reste au joueur qui est à sa gauche ou à sa droite, et on continue jusqu'à épuisement des cartes. Donc on se construit son deck à partir de cartes finalement qu'on a eues de manière aléatoire. On n'arrive pas avec un deck construit. Voilà. Bon, j'ai fait court, les connaisseurs m'excuseront pour ce résumé imparfait. Ce que je voulais dire, c'est que le draft, on avait déjà un petit peu parlé comme un format alternatif, qu'on nous avait confirmé que ce format existerait bien pour Dracarion. La question se posait, c'était finalement quand est-ce qu'on aura connaissance de ces règles. Notamment, comme je viens de vous le dire, combien de boosters faudra-t-il pour effectuer un petit tournoi de draft.
Le 5 avril, Kata nous a dit que les règles de draft seraient disponibles lors de l'envoi des pledges. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que ça va arriver prochainement, j'espère. Encore que l'envoi des pledges, c'est quelque chose qui est plutôt incertain, inconnu à l'heure actuelle, à l'heure où on enregistre en tout cas. Mais que voilà, c'est quelque chose qui arrivera a priori assez vite. Ce point qui peut sembler peut-être un petit peu logique pour certains, je vais juste rappeler qu'on est sur un format alternatif, donc c'était pas gagné qu'il soit dispo dès le début. Il aurait pu être dispo 6 mois après, enfin j'en sais rien, on aurait pu avoir du temps. Et le deuxième point, c'est que ça a nécessité la création de cartes supplémentaires, parce que comme vous vous en doutez, on ne peut pas créer de draft, on peut faire un draft avec des bannières classiques, parce que les bannières imposent une mise en place, et c'est pas dit qu'on ait les cartes lors de mise en place. Donc il fallait créer des cartes spécifiques pour le format draft. Et d'ailleurs, on a eu le visuel de la cité neutre du draft, n'est-ce pas, Srogat? Oui, tout à fait. Regardez, je vous le montre tout de suite sur l'écran. Voilà. Alors cette cité neutre qui s'appelle Trois Ponts, nous dit-on. Et toi qui es féru du lore, je sais pas si tu te souviens un peu de tous les détails qu'on avait eu sur cette cité. Eh bien, cette cité des Trois Ponts, il s'agit d'une ville qui est située dans le Westland. Elle a été détruite en partie, mais elle est très vaste. Il y a des bandes qui se la partagent, c'est des gangs qui essayent de prendre le contrôle du centre de la ville, où se trouvent les Trois Ponts, et c'est pour ça qu'on appelle cette cité la cité des Trois Ponts. On y retrouve des maisons aux toitures complètement délabrées, les rues sentent mauvais, il y a des tripots, des bordels, des arènes de gladiateurs, c'est une anarchie totale. Et dans ce joyeux bordel, il y a de tout pour s'amuser. Donc parfois, il y a une bande qui arrive à avoir un semblant d'ordre, jusqu'à ce qu'elle se fasse complètement rétamer par une autre. Les 5 royaumes ont des agents un petit peu partout, plus ou moins cachés. Mais cette ville a une particularité, justement, à cause de ces 3 ponts, elle est immense. Cette ville est tellement grande, toutes les fortifications de la ville sont tombées, mais elle est si vaste qu'aucune armée n'a réussi à la prendre, malgré son positionnement stratégique, du coup, au niveau de Westland. Bon, vu ce que tu nous dis, ça s'accorde assez bien pour une cité neutre pour un format draft alors. Ah oui, je pense qu'au niveau du draft, ça correspond tout à fait dans le lore et l'état d'esprit de ce qu'ont voulu faire les game designers. Bon, il n'y a plus qu'à voir son effet, j'ai hâte de voir ce qu'il en est, et j'espère qu'on l'aura en même temps que les règles de draft, et donc en même temps que le reste des cartes. Et puis on demandera en même temps la bannière de draft au passage. Absolument, il faudra qu'on demande ça aussi. Draw swords. En format alternatif, on a le draft, le multi. Alors je dis multi, je pourrais dire les multi parce qu'on a deux multi de mémoire. On a le multi un peu free for all Ouais. et on a le multi par équipe. Je sais pas si on appelle ça un multi, mais le format où il y a un capitaine d'équipe et Ouais, oui, je dirais multi simple et multi par équipe, oui, comme tu dis. Ouais, ça me voilà. paraît, complètement. Donc sur l'aspect multi free for all, qui n'a pas encore de nom à ma connaissance. Là, il y avait également la question qui avait été posée, quand est-ce qu'on aurait les règles? Et vers le 10 avril, si vous retrouvez le message de Kata, bon c'est assez court, mais a priori, on nous promettait des règles du multi en même temps que celles du draft ou à 1 ou 2 semaines d'écart. Je dis a priori parce que Kata a écrit a priori dans son message. Donc, je vous laisse apprécier cette précaution d'usage. Voilà. Alors, puisqu'on est sur les formats alternatifs, il y avait une question concernant les tournois. Bon, le tournoi, c'est pas un format alternatif, c'est le format 1 contre 1. Mais on avait cette éternelle question du side. Le side, je vous rappelle, c'est est-ce que quand j'arrive en tournoi, j'arrive avec un deck de X cartes et je change rien du tout de ce deck, ou est-ce que je peux arriver avec un deck normal et puis quelques cartes à côté pour pouvoir les changer avant chaque match? On avait déjà eu une information comme quoi l'équipe était plutôt réservée et se dirigeait plutôt vers un non, c'est-à-dire pas de side à Dracarion. Donc vous arrivez avec votre deck, vous jouez avec, charge à vous d'avoir construit le deck qui s'adapte le plus au format, au metagame comme on dit. Mais la question avait quand même été reposée en avril, et elle avait été reposée parce qu'on avait quelques cartes qui étaient contre tel ou tel archétype, donc c'est quelque chose d'assez ciblé. Et, bon, naturellement, je m'étais dit, tiens, on en reparlera après pour Cynthia par exemple, qui fait partie des spoils, mais que vous avez pu découvrir, c'était ok, Cynthia elle est anti-attachement, est-ce que quelque part ce serait pas une carte de side? Kata a répondu non. C'est pas une carte de side, c'est une carte tech, comme il dit. Vous pouvez retrouver son message vers le 7 et 8 avril si vous voulez retrouver l'intégralité des échanges. Simplement, voilà, là vous avez les arguments pour side, contre side. Voilà, donc ce débat a à nouveau donné lieu à quelques échanges, mais la réponse, elle, n'a pas varié. On se dirige vers des tournois sans side à Dracarion. Autre point, il s'agit du builder. Donc le builder, c'est-à-dire la liste totale des cartes et le fait de pouvoir construire notre deck sur Internet. Alors, initialement, il avait été annoncé avec une sortie quasi simultanée du Pledge et des boutiques, que on ait tout ça à la sortie globale. Mais avec le retard qui semble avoir été pris
et qui semble continuer à être pris, les cartes vont continuer à être spoilées et du coup ce sera peut-être pas pertinent d'attendre la sortie définitive, la sortie réelle en boutique pour avoir le builder, donc il y a des chances qu'on l'obtienne avant. Autre point intéressant, nous avons eu le visuel du tapis 2 joueurs. Un nouveau visuel, donc je vais vous le mettre à l'écran, ça représente les quelques modifications qui ont été apportées, donc les zones sont un peu plus distinguées, les personnages aussi, mais encore une fois il ne s'agit pas non plus du tapis définitif, parce qu'on n'a aucun tapis définitif. On n'a pas réussi à obtenir les différentes illustrations des tapis que vous avez pledgés, ou du tapis vraiment final de joueurs. On a la dernière version, on va dire, que je vous mets là à l'écran, mais on n'a pas plus d'informations là-dessus pour le moment. Tout ce qu'on sait concernant les tapis, c'est que ce sera du 3 mm couturé. Donc pour ceux qui ont l'habitude, ça a une certaine épaisseur avec un petit liseré sur les côtés. Sur le tapis de joueurs, on avait celui qui avait été présenté lors de la campagne Kickstarter, qui fait aussi office de fond sur TTS. Hein. Et celui-là, la nouvelle version qui a été présentée est finalement assez proche. On a perdu l'effet texturé, mais on garde les deux mêmes personnages. La différence fondamentale, en tout cas celle qui me saute aux yeux, c'est la défausse vraiment sur la droite. Qui est vraiment énorme. Vraiment énorme. Je pense que là, ils se sont rendus compte que ça allait intéresser pas mal de joueurs et pas juste Carthage d'avoir la défausse en connaissant du coup. Gilles aussi, forcément, pour avoir le nombre de sorts, ceci, cela. D'ailleurs, vous avez pu voir, si vous avez regardé la vidéo du match que j'ai faite contre EQ, que EQ directement, naturellement, mettait ses cartes sur la droite, sur sa droite, et qu'il les réorganisait comme il voulait, puisque Dracarion propose cette souplesse de savoir qu'on peut réorganiser la défausse comme on veut, pas comme certains jeux où il ne faut pas changer l'ordre. Et donc ça permet de l'organiser comme une vraie zone de jeu quelque part, enfin une zone de jeu spécifique, mais comme une zone de jeu dans le sens où on met les cartes un petit peu comme on veut et de manière à avoir sous les yeux exactement ce qu'on a pour faire revenir les cartes ou savoir quel type de carte on a qui obéit à un trait ou autre chose. Donc ça me semble aller dans le bon sens, c'est assez naturel au vu des effets qu'on a vu des cartes. Hein. Oui, et puis c'est plus clair autant pour le joueur que pour l'adversaire. Au moins on gagne du temps parce que les parties sont assez timées quand même. On a vu que sur TTS c'était toujours très rapide et ça permet de ne pas avoir à chercher, d'avoir d'un seul coup d'œil, de voir ce qu'on peut faire comme effet ou autre. Je pense que c'est une bonne chose. Voilà, alors après quand tu as l'aspect visuel, bon là chacun se fera son avis. Les retours ont été un petit peu mitigés Ouais. sur Discord. Bon là, on pourra voir ce qu'il en est, j'ai envie de dire. Voilà, et puis encore une fois, c'est un tapis de joueur, un tapis d'initiation. Le but, c'est de bien saisir les Oui. emplacements, les zones. Après, pour les joueurs qui sont vraiment investis, eh ben, il faut gagner des tournois pour avoir des jolis tapis. Absolument. Vous avez pu remarquer peut-être, je tiens à le préciser parce que j'aime bien ce genre de choses, même si j'ai vu que ça n'avait pas plu à tout le monde. La séparation entre le joueur du bas et le joueur du haut, si j'ose dire, il y a un compteur de prestige directement sur le tapis. Donc après, il faut aussi positionner un dé, une pièce qui roule, ce que vous voulez, un anneau, vous faites bouger. Bon, moi je suis assez friand de ce genre de petites choses, donc je trouve ça pas mal. Mais voilà, allez, je referme ma parenthèse. Mais non, je remboursais là-dessus justement parce que Ok, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve ça intéressant de l'avoir proposé. Mais dans ce cas-là, je trouve également dommage de ne pas avoir proposé un compteur d'or. Sur le même principe. Ouais, mais tu vois, la différence, c'est que l'or, tu le manipules. Le prestige, tu le fais bouger. L'or, tu le manipules, tu vois, ça vient, tu gardes ta pièce, machin. Donc, je t'avoue que ça me. Ça te choque moins. Ouais, ça me choque moins. À l'usage, je pense que c'est pas mal comme ça. Mais On bon, verra les retours des différents voilà, joueurs. tout à fait. Un autre point, ça concerne cette fois-ci les foils. Nous avons les explications claires et définitives de Giver. Comment ça va se présenter? Il existera deux types de foils. Un foil qu'on va appeler foil simple, donc c'est le foil sélectif transparent. Donc sur une carte, le template ne sera pas foil et on pourra voir l'illustration de la carte derrière le foil. Pour les personnages nommés, le personnage au premier plan, lui, ne sera pas foil. C'est le fond qui sera foil. Ce foil sera trouvable pour absolument toutes les cartes du jeu. Donc cette qualité-là, chaque carte sera trouvable en booster. Par contre, il existe une deuxième qualité qu'on appelle le foil plus. Donc c'est de base un foil identique au foil sélectif, mais en plus de ça, vous allez avoir de la dorure à chaud. Donc vous allez avoir un relief sur le template, uniquement sur le template. Et ce foil plus ne concerne que les personnages nommés. Les personnages nommés qui sont dans les starters. Vous en avez deux par royaume. Eux ne seront trouvables en version foil plus uniquement dans les kits de tournoi. Mais leur version foil standard sera présente dans les boosters. Concernant la distribution en tant que telle, on sera sur une carte foil standard par booster et une carte foil plus tous les 20 boosters. Par contre, si vous avez acheté des boosters collector, donc des boosters full foil, toutes les cartes seront foil simple et vous aurez un foil plus tous les 5 boosters.
Alors, pour finir cette session sur les actualités, reste la question qui est sur toutes les lèvres, à savoir, Hmm. quand les backers vont-ils recevoir leurs cartes? Initialement, on nous avait indiqué une sortie boutique pour septembre, une réception des cartes par les backers pour juin. Alors, je rappelle peut-être juste les backers, c'est ceux qui ont participé au Kickstarter et au Light Pledge, hein. Donc, sortie juin, là, on enregistre, on est fin mai, donc on n'avait toujours pas de nouvelles, on pouvait se demander si la date allait être tenue. Sans annonce de kata de manière explicite, c'est-à-dire qui n'a pas fait l'objet d'une actualité, on en était réduit à des suppositions. Et comme il y a pas mal de questions qui ont émergé et des doutes qui ont émergé sur le Discord, Kata a pris la parole le 28 pour essayer de donner quelques informations. Donc l'information principale, c'est qu'il confirme qu'il y aura du retard. On n'a pas de date encore, on ne sait pas si c'est retardé à juillet, août, on ne sait pas. Ça, on le saura sûrement plus tard, mais pour le moment, ils n'ont pas de date, donc ils préfèrent ne pas s'avancer. Et ce retard est a priori dû à une question économique liée au coût des impressions, puisque là, ils sont en train de travailler sur la pérennité du jeu. Donc, comment est-ce qu'ils font pour essayer d'avoir le meilleur prix et potentiellement avec une qualité qui soit acceptable pour les cartes. Là, c'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas anticipé ça? Parce que l'imprimeur, c'est un truc qu'on peut voir en amont dans un jeu de cartes. Mais la réponse, elle tombe assez sous le sens. C'est tout simplement qu'ils n'avaient pas connaissance des quantités. Les quantités finales à imprimer, ce ne sont pas seulement celles des backers, mais ce sont également celles des boutiques. Et là, c'est le distributeur qui a pu donner des attentes. Il est évident que quand on demande un devis pour 2000 unités d'un produit, 4000 ou 6000, on n'a pas le même prix. Donc, ça a dû rebattre un petit peu les cartes et ça explique, a priori, ce nouveau délai. Voilà. Est-ce que tu veux en dire un mot, Srogan? Oui, bah je suis déjà assez content de la transparence dont ils ont fait preuve, même si c'était pas une news officielle, le fait qu'ils viennent communiquer directement sur le Discord suite aux différents doutes et aux gens qui ont cherché à avoir des informations. Donc je suis content quand même de leur retour. Après, moi je suis un petit peu déçu dans le sens où on a du retard depuis quelques temps maintenant, c'est pas nouveau, c'est pas la minute, mais ce qui me gêne le plus, c'est de me dire voilà, on a backé le jeu, on a investi dans le jeu avant pour avoir justement les cartes en amont. Alors oui, une confirmation comme quoi les bakers allaient recevoir les cartes avant les boutiques, certes, mais combien de temps avant? Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois? Est-ce qu'on va pouvoir profiter du coup de cette petite avance pour s'entraîner, pour tester et pour faire des démos, ou alors le temps sera tellement réduit qu'il y aura une continuité naturelle et en fait ce sera un peu transparent. Je trouve dommage de perdre ce petit avantage qu'on peut avoir quand on pledge un jeu, mais après je me doute clairement que c'est pas de leur propre volonté et ils nous l'ont bien fait savoir, ils nous l'ont bien expliqué justement avec toute cette transparence là, donc je suis pas du tout inquiet pour la suite. Voilà, donc moi je te propose de rester sur cette idée là et d'avancer avec les bonnes nouvelles, c'est-à-dire les spoils. Alors, il y en a tellement qu'on a décidé de les traiter un petit peu différemment cette fois-ci. On ne va pas les traiter par date, on va les traiter par royaume, pour que ce soit plus simple et plus clair pour tout le monde. Et donc, j'ai de manière totalement unilatérale décidé de commencer par Guy Lestel. Donc, nous commençons tout de suite par Guy Lestel avec un personnage assez imposant, un personnage nommé qui s'appelle Catfan, qui est le papa golem de Guy Lestel. C'est un personnage avec un body très solide, c'est une 4-4-7 pour 6. Alors certes, il coûte quand même 4 de prestige, mais il est très costaud, il a différents traits, il a ancestral, érudit et golem. Et après l'avoir testé, parce qu'on a fait quelques parties avec Madus pour s'entraîner, il est solide. Hein, il est solide, il a un effet qui est contrôlable très simplement grâce à Guilestel, parce que entre le fait d'aller chercher dans le deck, de mettre au-dessus, de remettre dans la main, ou avec juste la cité Alep en phase de combat, on a la possibilité de choisir vraiment la carte qu'on va avoir sur le deck, et donc d'utiliser son effet comme on le souhaite. Il synergise très bien avec tous les différents golems, et vraiment, pendant les parties de test, j'ai eu l'impression de transformer le deck Guilestel qui était mid-control en deck aggro. Hein. On pose des gros trucs et puis on attaque, ça va passer de toute façon. Après, le seul petit reproche que je peux faire à ce personnage-là, justement, c'est que dans ses traits, il n'est pas fondateur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser, par exemple, la manœuvre reconquête sur lui qui permettrait de réduire son coût de 1. Donc on peut utiliser la manœuvre organisée dans le désordre, qui réduit le coût de 1 des érudits. Par contre, cette manœuvre-là ne permet pas de refaire le dessus de son deck, donc il faut faire des choix. Est-ce que je le paye un peu moins? Est-ce que je choisis ce que je mets sur mon deck ou quoi? Donc je trouvais ça un petit peu dommage. Mais sinon, un point très amusant sur ce golem, et Madus pourra vous en parler je pense,
c'est qu'on peut donc utiliser sur lui une carte qu'on appelle la force décuplée, qui peut lui donner plus de d'attaque. Et j'avoue que ça a été une surprise pour moi déjà, parce que je m'y attendais pas, et un petit plaisir coupable de tuer directement la comtesse qu'a posé Madus en faisant une attaque à 7 avec 4 fans. Son attaque de base, plus son effet, plus le sort qui a boosté encore son attaque. 7 d'attaque d'un coup, je peux vous dire que ça pique pas mal. Comment tu l'as vécu, toi, Madus? Bon, je me suis fait victimiser. C'est que Golem, 4 francs qui arrivait T1. J'étais parti sur un cartège pour tester les Strigoi. Bon, ça n'a pas été très révélateur. Sur 4 francs en lui-même, moi je trouve qu'il est très solide, je le trouve très fort. 7 points de vie, c'est très dur à tomber, donc on ne peut pas le tomber en une attaque. Sauf si on a un autre 4 francs ou un Azazel enfin. Mais on le tombe pas en une attaque, globalement. Donc il faudra s'y reprendre au moins à 2 fois. Forcément, il y a un potentiel de dégâts de 8 sur ce mec-là, en fait. 4 d'attaque et ou 4 de riposte, ou voilà. À minima, je compte même pas son effet, qui peut porter ce potentiel à 10, enfin à 10, hein, ça fait 2 fois 5. 5 une fois en attaque, 5 une fois en riposte. Donc, enfin, son potentiel de dégâts est quand même très élevé. Donc moi, je le trouve vraiment costaud. Oui, ce regard, je suis désolé, il n'a pas tous les traits du jeu, mais il va falloir peut-être s'y faire. Hein. Il lui manque aussi ce extérieur, hein, si tu veux. Oui, bah oui, écoute, j'aimerais bien lui mettre un peu des attachements quand même. Non, vraiment, enfin, c'est une plaie, et puis il modifie tous les calculs, puisque sa capacité est activable dès qu'un golem devient combattant, donc il se fait attaquer ou qu'il attaque. Eh bien, ça oblige à prendre en compte beaucoup de choses, quoi. Donc à chaque fois, il faut ajouter 1 potentiellement à l'attaque qu'on prend, ou 1 à la riposte qu'on va prendre, et comme tu viens de le dire, en plus, potentiellement plus de au sort. Enfin, bon, heureusement, il faut incliner la bannière pour ton histoire, mais c'est la bannière, je crois, pour plus 2 pour ton sort. Mais bon, c'est un truc, franchement, les calculs sont compliqués, et si tu anticipes tout, bah, tu en arrives à faire des mouvements sous-optimisés parce que tu as anticipé quelque chose qui arrive même pas forcément. Ah, c'est ça, c'est qu'il y a un petit côté mind trick qui permet de retourner un peu le cerveau de l'adversaire en lui faisant croire des choses et en le forçant à trop réfléchir. Ça peut peut-être faire un petit court-circuit, je trouve ça très amusant. Golem, ça me paraît un archétype très très fort. Et déjà en l'état, je trouve que c'est assez viable. Hein. Enfin, avec les cartes spoilées, il y a moyen de se faire plaisir. Hein. Et ben, alors justement, avec les cartes spoilées, on a une deuxième carte qui a été spoilée sur les golems, qui est la roche animée. Donc la roche animée, on va dire que c'est bébé golem, hein, parce que lui, il a pour 3 d'or, il a 3 d'attaque, 1 de riposte et 5 de vie. Mais il a le même effet que de 4 fans, sauf que c'est ciblé uniquement sur lui-même. Et ben, concernant ce golem là, justement, après l'avoir testé, je suis beaucoup plus critique. Parce que, en gros, au vu de ses stats, je trouve qu'il est pas assez fort. Déjà parce qu'il rapporte 2 de prestige à l'adversaire quand il meurt, donc qui est quand même, je trouve, pas mal. Et il a des stats de base qui sont un peu faibles, sachant que son effet, lui, ne marche que sur lui-même. En gros, j'ai pas trouvé ça assez pertinent pendant les tests. Un reproche que je peux lui faire, justement, en plus, comme je disais tout à l'heure, c'est que lui, il n'a qu'un seul trait. Il a le trait golem. J'aurais vu avec un peu plus de choses pour pouvoir lui jouer des trucs dessus ou autre. Donc pour l'instant, je trouve que ça suffit pas. Je préfère par exemple dans les golems, pour rester dans les golems, je préfère un protecteur vénérable, qui a un effet qui lui est beaucoup plus pertinent quand il est sur table. Alors après, l'illustration déjà, oui, elle est magnifique, puis ça fait plaisir d'avoir la carte de Pierre-Yves, parce qu'au moins, on voit un peu. Là, on est sur un golem, j'ai l'impression, c'est un mélange de golem un peu, c'est un mélange de pierre, de différents éléments. On voit un truc un peu organique. Je trouve il y a de la magie, de l'organique, de la pierre. Je trouve ça assez sympa, ça change des grosses brutes juste terrestres, quoi. Mais voilà, je suis assez déçu de la roche animée. On en avait parlé, mais je vais peut-être te faire une passerelle pour le garde sans visage, parce qu'il coûte 3 aussi, il est peut-être plus intéressant dans tes essais, il s'est révélé plus intéressant. Tout à fait, oui. Et ben justement, par rapport au garde sans visage, alors lui c'est un 3ème spoil qu'on a eu. Alors là c'est une carte que j'ai adorée. Autant à découvrir qu'à jouer. Alors déjà il a des stats très solides pour un perso à 3 d'or, c'est une 3-3-5. Mais en plus, c'est un personnage fondateur, donc on va pouvoir utiliser la manœuvre reconquête que j'aime bien. Mais son effet est très fort. C'est-à-dire que lui, ce sans visage, on peut le jouer soit avant de poser notre personnage nommé pour préparer son arrivée, comme par exemple si on prépare une arrivée d'Almeda pour anticiper la première attaque qu'elle pourrait se prendre. Soit, une fois que le personnage nommé est déjà sur table, ensuite on peut poser le garde sans visage pour empêcher l'adversaire de le finir et faire un petit effet de surprise. À noter également que sa capacité, elle peut s'activer depuis n'importe quelle ligne, sans conditionnement de placement du personnage qu'on veut protéger. Donc ça c'est très intéressant, on peut le mettre en ligne arrière et quand même empêcher une attaque sur un personnage nommé de sa ligne de fond. Ah bah ça le rend très fort, très versatile, comme tu viens de le dire, hein. C'est vrai que si on le met à l'arrière, on peut pas le choper directement, mais lui il servira quand même de bouclier, donc moi je trouve que c'est une très bonne carte, ouais, j'aime beaucoup. Et en plus ça peut aller dans
à peu près tous les archétypes, puisqu'il suffit qu'il y ait un nommé ou plusieurs pour pouvoir l'utiliser. Donc qu'elle soit golem ou qu'on la mette dans un autre deck, elle trouvera facilement sa place. Et justement, elle nous avait été présentée en même temps que Emrys. Alors Emrys, c'est un personnage nommé qui est absolument sublime, hein, qui est très beau, avec des stats, on va dire, simples. Mais, alors, tu me donneras ton avis, Madus, mais moi, Emrys, pour l'instant, je suis absolument pas convaincu. Alors, elle est belle, mais j'ai un problème avec tout le reste. En fait, déjà, son coup, son coup, c'est-à-dire qu'elle coûte autant que le garde sans visage, mais elle a un point de riposte en moins. Elle a pas d'effet de déploiement, ou pas d'effet directement en jeu, lorsqu'elle est là. Elle a un effet de destruction qui fait qu'on peut la ramener en jeu. Mais pour moi, faire ça déjà, ça veut dire qu'on marche sur les plates-bandes de Carthège. C'est un truc, je vois pas pourquoi Guy Lestel a la possibilité de ramener des personnages de la défausse. Et en plus, je trouve que cet effet, pour la ramener, il est trop cher pour être vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'il y a 3 coups à payer. Il faut payer 1 d'or. Il faut incliner sa cité. Il faut mettre un sort de sa main sur son deck. Et elle revient, même pas full vie, hein, elle revient avec 2 de vie. Alors, full vie, ce serait peut-être trop, mais juste 2 de vie. Donc, j'espère que ça me donnera tort à l'avenir, mais en l'état, moi, je suis pas du tout convaincu. Même pas convaincu, je l'ai même pas rentré dans le deck. Elle rentre rien du tout. Et alors, je précise que je l'ai pas testé, hein. Peut-être que son trait maître permettra de faire quelques tricks sympas, mais devoir engager la cité et sacrifier un potentiel sort pour amener une 3-3-2, pour l'instant, je trouve pas ça intéressant. Sur l'illustration d'Alyssa, comme je vous dis, moi je pense qu'elle fait quand même beaucoup d'emprunts à des gens qu'on connaît. Enfin, moi elle me fait penser à l'actrice Felicity Jones dans Rogue One. Je sais pas si elle s'est inspirée d'elle pour le visage. Sinon, sur l'effet en tant que tel, pareil, j'ai pas eu l'occasion de venir contre elle. Peut-être simplement pour dire que par rapport aux 3 coups que tu as cités, il y en a un, c'est mettre une carte de sort de ta main sur ton deck. Donc quelque part, ça te permet quand même de connaître la carte du dessus de ton deck. Donc un de ces 3 coups permettra quand même d'alimenter un potentiel effet de défausse ou de révélation de la première carte du deck. Alors oui, mais comme c'est un sort, ça veut dire que tu dois forcément le montrer à l'adversaire pour lui montrer que tu as mis un sort. Donc Oui. l'adversaire est au courant. Et il est au courant, mais con, entre nous, hein, quand t'as 3 ou 4 cartes qui révèlent la première carte, il se passe ceci, il se passe cela, bon à la fin, ouais ok, je m'en fous, vas-y. Fais ton truc et puis dis-moi combien je prends, quoi. Quel tarif, tu vois. Oui, bon, c'est vrai que c'est... Non, t'as raison, on me donne une information, mais voilà, il y a ce côté peut-être mi-figue, mi-raisin où on peut en tirer un avantage quand même. Je sais pas très bien quel serait le type de deck qui permettrait de la mettre en valeur. Faudra peut-être se creuser les ménages. C'est ça qui vous change à vous, joueurs Gilles Lestel, je te mets dedans maintenant. C'est que d'habitude, vous prenez des cartes, bon, c'est des steaks, hein, tu réfléchis pas, tu poses ton cerveau, tu poses Maintenant, faut donné, réfléchir. Oui, t'avances, si, bon, vite fait, première carte du deck, ok, mais bon, bref. Là, il y en a des fois, il faut réfléchir un peu, donc là, vous êtes perdu, tu vois. Ah merde. Bah écoute, mais je t'en prie, alors fais-moi réfléchir. Alors dis-moi, de quel royaume veux-tu maintenant parler? Bah écoute, on a qu'à parler de nos amis de Lockmar, les pauvres, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de spoil parce qu'ils avaient beaucoup d'avance. Donc ils en ont eu un petit peu, mais peut-être que ça mériterait qu'on parle des 2 ajouts qu'ils ont eu. Un ajout attachement, le carnage exaltant, et la saccageuse féroce, un personnage. Ce qui est intéressant, je vais peut-être d'abord parler de la saccageuse féroce, si tu veux bien. Le personnage qui, d'un point de vue illustration, rappellera à certains quelques cartes, puisque c'est Yanis qui nous refait la carte, et Yanis, c'est lui qui avait déjà notamment fait fanatique convaincu avec ce côté tiens, il y a une sous-dimension de barbare parmi les démons. Et donc cette saccageuse féroce, moi ce qui m'a tout de suite intrigué, c'est pas tant ses stats. Bon, c'est une 3-1-4 pour 2, elle rapporte 0 de prestige, elle est clan et l'élite, très bien, elle est élite, hein, je vois une bonne information. Son action, détruisez ce personnage pour détruire un attachement. Et après, on a même une réaction lorsque ce personnage est défaussé. Détruisez un attachement ayant un coût en l'or de 2 ou moins. Et je me dis, bah, c'est incroyable. C'est incroyable parce que Lockmar, c'est quand même des gens qui sont très aggro, qui fracassent la bouche des autres assez rapidement. Et là, on leur file de la gestion d'attachement. Je me dis, mais depuis quand tu files de la gestion avec un royaume aggro? Bon, bah depuis maintenant, visiblement. Pour info, j'en ai parlé avec lui et je lui ai fait part de mon étonnement et il m'a dit qu'il y aurait de la gestion d'attachement a priori. Il veut que chaque royaume puisse avoir de la gestion d'attachement pour ne pas se retrouver bloqué avec un attachement qui potentiellement pourrait être très très gênant. Donc
J'attends de voir les attachements très très gênants. Je vous cache pas. Ça, c'est mon âme de Tyrasline qui parle. Mais voilà, donc Saccageuse féroce, la gestion d'attachement, je dis waouh, ok, bah ça me paraît un bel ajout pour ce royaume. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah en plus je la trouve très forte, rien qu'au niveau des stats, je veux dire pour 2 c'est une 3-1-4, donc elle rentre complètement dans la psychologie de Lockmar, c'est un machin qui vient, qui tape et qui en plus fait un effet. Enfin, je trouve ça très intéressant. Après, elle a 4 points de vie. Donc 4 points de vie, ça veut dire que c'est aussi assez ennuyeux à tomber. Donc si on veut juste la laisser là, en attendant, je trouve que c'est pas mal. Mais après, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Il y a juste un point sur lequel je voudrais qu'on fasse attention. Pour que son effet d'action puisse s'activer, il faut la détruire. Donc il faut faire son action pour la détruire elle-même, d'accord? On ne peut pas la détruire avec un autre effet pour activer la destruction de l'attachement. C'est vraiment l'action du tour, c'est de l'utiliser elle-même pour son effet. Ça, il faudra y faire attention, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi non plus. Absolument. Et d'ailleurs, la réaction qui permet d'activer son effet en la défaussant se limite aux attachements qui coûtent 1 d'or au moins. Donc c'est-à-dire que les attachements qui coûtent au moins 2 d'or seront immunisés à ça. Et pour les péter, il faudra qu'elle arrive en jeu et qu'ensuite, dans une autre action, on la détruise. Donc peut-être qu'il faudra regarder un petit peu aussi en termes d'attachement, qu'est-ce qu'on a qui coûte 1 ou moins, qu'est-ce qu'on a qui coûte 2 et faire un petit peu la balance, quoi. Et d'ailleurs, vivement qu'on ait des attachements qui coûtent 2, parce que ça sous-entend qu'il y en a, et je me languis de les voir, ceux-là. Pour enchaîner sur le deuxième spoil, le carnage exaltant, c'est un attachement qui est effroi et l'élite. Attachement qui est intéressant, puisque regardez son effet de combat. Si le personnage lié à cet attachement est combattant, détruisez l'un de vos personnages pour lui donner plus 2, plus 2. Alors plus 2 c'est attaque et riposte. Donc ça c'est un attachement qu'on met sur un de ses propres persos. Je dis ça parce que l'autre attachement qu'on avait, l'effroi, allait sur les persos adverses. Mais donc a priori, l'effroi c'est pas que pour les persos adverses. Et puis la réaction classique, lorsque ton attachement est défaussé, on le met en jeu. Ça, c'est YOLO, c'est Lockmar. Mais je crois que c'est le premier effet que j'ai en tête, qui n'a pas de limite. Donc ce qui veut dire que, alors évidemment, il faut péter un personnage, mais je peux détruire autant de personnages que je veux pour booster autant de force ou de riposte que je veux au personnage qui est attaché. Alors vous me direz, des personnages, on n'en a pas non plus 50. C'est vrai, c'est en soi une limite. Mais je tiens quand même à préciser, il n'y a pas d'effet d'inclinaison requis, il n'y a pas d'effet limite une fois, enfin, il n'y a pas de limitation en tant que telle, donc tant qu'on a la main en combat, on peut y aller, quoi, là-dessus. Non, Et, mais c'est pas mal, quand même. on est d'accord, parce que Lockmar, ça manquait de puissance quand même. Hein, c'était pas assez fort, c'était pas assez bourrin. Donc là, on nous sort un truc qui fait encore plus mal. Un attachement qui permet de donner, donc comme tu dis, plus 2 en combat. Donc ça veut dire que ça marche en attaque et en défense, parce qu'on peut donner 2 de riposte. Elle peut aller dans plusieurs types de decks, parce que pas que Lilith, on peut le mettre dans des decks démons, avec des combos avec le rejeton de l'horreur par exemple, qui quand il est sacrifié permet de piocher une carte ou autre. Enfin, c'est une plaie ce truc, et ça coûte 0. Donc, et contrairement d'ailleurs à l'attachement des ténèbres protectrices par exemple, cette carte-là en plus elle donne pas de prestige. Donc c'est vraiment, je la vois comme très forte. Je pense qu'on peut l'intégrer très facilement un peu partout. Donc Lockmar, ça tombe bien. Jusqu'à présent, c'était le bonheur. Bah là, ça sera encore plus le bonheur. Qu'est-ce qui n'est pas le bonheur De quoi est-ce qu'on va parler? Ce qui n'était pas joyeux, c'était Westland. mais là, il y a eu quelques petites modifs. Alors, on a eu deux cartes avec Westland. On a eu une première carte qui s'appelle Cynthia. Donc Cynthia, c'est un mercenaire. On nous a présenté justement maintenant des mercenaires. Donc c'est un mercenaire. Alors ça, je pense que c'est un perso qui plaît à Madus, parce que, bon, non seulement elle a des bonnes stats, mais en plus elle permet de gérer des attachements, tu vois. Elle fait 2 choses elle aussi, tu vois. Elle peut faire plein de trucs. Et puis elle a les yeux rouges. Et elle a les yeux rouges. Elle a les yeux rouges. Non mais, enfin, elle est quand même assez costaud, c'est une 3-3-6 pour 3. Donc elle est mercenaire, ce qui signifie qu'elle a un effet particulier. Elle a une réaction forcée à la fin de la phase de manœuvre. On doit payer 1 d'or, sinon on est obligé de l'engager. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas l'utiliser, parce qu'elle sera engagée pour le tour en cours. Mais en soi, j'ai l'impression que c'est pas tant grave. Pourquoi ? Parce que je la trouve déjà très intéressante pour lutter contre Tyrasline ou autre, parce qu'elle permet de péter des attachements juste en attaquant. Alors il faut payer le coût de l'attachement, mais juste en attaquant. Et l'inconvénient qui lui est associé, du coup, le fait de devoir payer 1 ou l'incliner, je trouve ça assez léger. Parce que de toute façon, même si elle est engagée, elle est toujours sur table avec 3 de riposte. Et si t'as pas d'attachement à gérer, bon bah c'est pas grave, hein, tu payes pas, elle est engagée, mais elle est en plein milieu. Elle empêche l'adversaire de venir taper ta ligne arrière. Et puis si jamais t'en as un nouveau besoin à un moment, bah tu payes et puis tu vas attaquer l'attachement, quoi. Qu'est-ce que t'en dis de cette carte ?
Heu, c'est pas évident, j'ai du mal à voir si c'est très bon ou si c'est moyen, je Mmh, t'avoue. Cet effet d'entretien, je l'appelle ça entretien moi, c'est une oui. référence à Magic, mais hem, en fait, si tu as une 3-3-6 pour 3, c'est des bonnes stats. Si tu as une 3-3-6 pour 4, c'est des moins bonnes stats et en soi, ça pose quand même la question de combien de temps est-ce qu'on va la garder sur le board. Alors si je dis pour 4, c'est parce que, bon, c'est vrai que je pars dans l'optique de la redresser, hein, tu as raison. Comme tu l'as dit, on n'est pas obligé de la redresser. Peut-être un petit mot là-dessus d'ailleurs. L'avantage de cette réaction forcée, et c'est la même qu'on verra sur le duo efficace juste après, c'est que ces cartes mercenaires, leur effet finalement, il se déclenche, on va dire, à la fin de la phase de manœuvre, ce qui veut dire qu'on peut tout à fait jouer, heu, je sais pas moi, par exemple, s'il y avait une manœuvre qui effaçait le texte imprimé d'une carte. Ah, Mmh. j'aimerais bien que Oh ça là là. existe. Voilà, les esprits en cendres. Donc l'esprit en cendres, on peut le jouer et voilà, ça marchera quand même. Alors que si la réaction forcée était au début de la phase de manœuvre, bon, ça aurait posé question. Comme tu l'as dit, face à Tyracide, c'est bien. Face à Lokmar, bah, ça va dépendre de s'il joue Carnage Exaltant. Mais non, mais c'est typiquement ce que je disais tout à l'heure par rapport au side. Si tu enlèves sa capacité de gestion d'attachement, je la trouve pas mal, mais honnêtement, je sais pas, ça va pas plus embêter le joueur Westland d'avoir une carte pour laquelle il est obligé de payer. Alors tu me diras, oui, elle est là. Ouais, ok, elle est là, ouais, ouais. Bon, très bien, elle est là, mais bon, des cartes qui Mmh. ramènent le soutien en avant ou autre, on en a vu. Donc est-ce qu'à elle seule, elle va tenir une. Tu vois, je sais pas, est-ce qu'on peut vraiment la rentabiliser? Ouais, ça va dépendre Son, de la méta, quoi. Elle permet de gérer ouais. les attachements. Son potentiel de dégâts, je pense que c'est 6. C'est une fois en attaque et une fois en riposte. Mmh. Et à 6 PV. Hein. Bon, 6 pour 3, potentiel de dégâts, souvent une carte c'est deux fois son coût, c'est bien. C'est bien, mais ça la rend pas exceptionnelle, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc si on me la pète au premier tour, je suis très content. J'ai pas eu payer son entretien, elle a quand même fait 6 dégâts. Si par contre j'ai dû la garder en jeu pour qu'elle fasse ses 3 dégâts autres, bah bof quoi, voilà. Et si en plus il y a des gestions d'attachement, bah faut que je la paye un pour la redresser, pour répéter les attachements. Donc je dis pas qu'elle est mauvaise, je dis que ça me perturbe et que du coup je sais pas trop quoi en penser. Voilà, je reviens à mon idée de départ. OK. Bah, écoute, donc on va la laisser de côté, on va voir un peu ce que ça donnera plus tard. Mais on va parler du duo efficace. Alors, cette carte, pour moi, ça a été une très grande surprise. Donc déjà, bon, c'est une 3-2-7 pour 4, qui a aussi 2 d'attaque à distance. Alors, on pourrait se dire que 4, c'est un coût qui est déjà bien élevé. Hein. Je veux dire, chez Westland, il y a déjà beaucoup de cartes qui coûtent 4. Mais en plus, vu que c'est un mercenaire, elle n'a pas le même effet que Cynthia. À la fin de la phase de manœuvre, si on paye pas un d'or, elle est détruite, carrément. Elle est dégagée de la table. Alors oui, c'est cher payé, mais alors, c'est une plaie. J'ai joué contre, c'est une plaie. C'est une plaie. Déjà, elle est elfe et nain, donc ça veut dire qu'elle synergise avec plein de choses et qu'elle peut synergiser plein d'autres cartes. Elle nous permet d'activer la manœuvre du pacte indicible et de s'amuser à jouer au yo-yo, de la mettre devant, de la mettre derrière et faire un peu ce qu'on veut. Elle permet d'activer la manœuvre des ronces comme des flèches. Donc, avec des ronces comme des flèches, il y a un tour où on se prend potentiellement avec son effet 3 dégâts au corps à corps, 2 dégâts à distance, 2 dégâts avec la manœuvre. J'ai joué contre Oshi, qui a sorti cette carte, qui a sorti un garde aériel, qui a sorti une Morwen. Bon, j'ai failli vomir tellement ça bougeait dans tous les sens. Hein. Ah, j'en pouvais plus, hein, j'en pouvais plus. Donc, je confirme, cette carte, elle a l'air comme ça chère. Et ben, après test, c'est très efficace, c'est très puissant, ça permet de contrôler beaucoup de choses, de savoir ce qu'on met devant, ce qu'on met derrière. Je la trouve très forte et je pense que pour moi, elle va être vraiment indispensable dans un deck elf de toute façon. Du point de vue de l'adversaire, ça doit être très chiant à gérer. Et donc, je veux bien croire qu'il y a moyen de la rentabiliser. Donc, celle-là, elle a l'air costaud quand même. Elle a l'air assez solide. Ouais. Si je devais lui trouver un inconvénient, c'est que tu peux pas la jouer en premier au T1. Quoi. Il faut du matériel à côté quand même pour la changer de ligne ou autre. Alors, tu as cité des manœuvres, hein, bien entendu. Mais il faudra quand même que les autres cartes que tu as citées arrivent à un moment donné. Donc, si tu vois ce que je veux dire, toute Alors, seule. justement, Ouais. pour moi, tu peux la jouer T1, justement parce qu'avec le pacte indicible, c'est-à-dire que tu la poses de base en ligne arrière. Tu joues l'effet de ton pacte indicible qui maintenant, on peut dire, est une manœuvre T1 Westland. Donc tu la ramènes en ligne avant. Ensuite tu attaques, elle repart en ligne arrière. Tu refais une attaque à distance. Pour moi T1, tu peux la jouer et la valider sans problème. Ah oui, d'accord. À l'ayant subi, oui. Ok. Bah écoute, tu as plus d'expérience que moi en l'ayant subi. Donc, je vais me remettre à ton avis. Ça marche. Mais écoute, je te propose de passer à ton nouveau royaume de cœur. Je t'en prie, parle-nous un petit peu de Tyrasline.
Tyrasline, l'actu était assez riche. On a 3 spoils et un petit spoil pour nous qu'on vous garde juste pour la fin. Là. La chasseuse rusée, le plus ancien spoil qu'on a eu, et donc elle, c'était une 3-2-5 pour 3, cercle extérieur, éclaireur exilé, exilé c'est important, infiltrateur, et qui permet, quand elle casse un personnage, de faire un point de dégâts à un autre au front, moyennant se défausser d'un attachement. Donc elle synergise très bien avec tout l'archétype attachement. On a pu apercevoir un petit peu les cartes. Moi, j'adore. Elle est exilée, on peut la swapper. Enfin, vraiment, pour moi, elle coche toutes les cases. En illustration, elle coche les cases aussi. Je trouve qu'elle est parfaite. J'ai rien à lui reprocher. Rien à dire de plus. Ah bah écoute, pareil, rien à dire. Propre, simple, efficace. Notez d'ailleurs que c'est le deuxième personnage infiltrateur de Tyrasline, il me semble, avec les éclaireurs. Oui, tout à fait, oui, absolument. Et donc, rien que le fait qu'elle soit infiltrateur, ben, ça permet de contrer un peu du Lockmar, de venir embêter derrière. Enfin, je trouve ça très solide et ouais, elle est très bien, juste bien. Alors ensuite, on a eu le Palladium flamboyant, qui lui va enrichir plutôt l'aspect, l'archétype cavalerie, on va dire, cavalier. Un 4-2-6 pour 4, 2 de prestige quand même quand il meurt, et qui, lorsqu'il détruit un personnage qui a 0 de prestige, peut permettre de se redresser. C'est limité à une fois par tour. Vous notez la différence avec Lockmar. Lockmar, il n'y a pas de limitation. Oui, bon, faut bien chouiner un peu. Lui, il y a une limitation. Non, je dis ça parce qu'on me dit oui, il faut détruire un personnage quand même. C'est pas. Oui, bah là aussi, il faut en détruire un. Manifestement, tu as jugé utile d'en mettre une des limitations avec hein. Donc bon, deux poids, deux mesures. Non, bah écoute, moi j'ai pas testé cette carte-là, mais j'aime beaucoup l'archétype cavalier avec ce qu'il permet de faire. Je trouve que c'est assez riche pour le peu que j'ai pu en voir et j'aime beaucoup cette carte-là aussi. De toute façon, à partir du moment où une carte peut se redresser, je trouve que c'est assez fort. L'exception étant peut-être la Ghoul qui est très très chère chez Cartège, mais sinon. C'est quelque chose qui me paraît vraiment très fort et j'ai hâte de la tester parce qu'elle me plaît beaucoup. Ah, moi, cette carte, quand je l'ai vue, elle m'a fait des petits guillis dans le ventre. Hein. Parce que, en fait, juste pour déjà l'illustration, en fait, je trouve qu'elle dégage une sensation de puissance. Tu vois vraiment la pleine charge dans les lignes ennemies. Je la trouve très belle et t'as envie de la poser en foil pour dire, bah, quand même, voilà quoi, chevalier. Puis, elle a des stats avec un ratio standard, mais son effet qui permet de venir chasser les petites bêtes ennuyeuses qui ont un coup de prestige de 0 là. Enfin, je trouve ça très intéressant. Et puis, elle a 5 traits. Enfin, je sais pas si on a beaucoup de cartes avec 5 traits. Elle est cavalier, cercle vassal, chevalier, élite, hippogriffe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir sûrement faire des petites surprises dans tous les sens et jouer pas mal de cartes dessus. Autre carte qui rendra sûrement très bien en foil, et je pense qu'en matière d'illustration, tu dis waouh, la ligne de bouclier. Non, mais est-ce que vous avez vu ça? Ces reflets sur les boucliers là qui sont tenus sur ces personnages, criblés de flèches, avec en plus l'effet d'usure sur le bois des boucliers qu'on voit très bien. C'est vraiment magnifique à l'œil. Donc c'est la 2-2-6 pour 3, qui elle n'a que cercle vassal entrée pour le coup, donc je suis pas sûr qu'on utilise beaucoup ces traits, mais qui a un effet passif tout à fait intéressant, que tant qu'elle est au front, les capacités ne peuvent pas infliger de dégâts à vos personnages. Donc là, quand il y a eu ça, les gens ont dit ouais, Lockmar. Mais les gars, moi j'ai pas pensé à Lockmar, moi j'ai pensé à Gilles Estelle. J'en prends tellement des dégâts avec ces putains de Gilles Estelle. Bon, une passive qui fait ça, il est évident que ça devient un petit peu la cible à abattre pour Lockmar et Gilles Estelle, à minima, peut-être d'autres par la suite, on verra. Donc il faudra la protéger, mais déjà 2-2-6 pour 3, enfin voilà, je trouve. Je signe quoi. Bon, franchement, ça me paraît bien. Oui, donc c'est un perso qui protège tous les autres et ne peuvent pas infliger de dégâts à vos personnages, qu'ils soient au front ou autres. Alors évidemment, on a quand même beaucoup d'effets de dégâts au front, mais on en a aussi qui ne sont pas au front. C'est une carte support qui, à mon avis, pourra aller dans beaucoup de decks. Alors le fait qu'elle n'ait pas de trait intéressant à exploiter, ça pourrait être un inconvénient. Bon, quelque part, ça veut dire aussi qu'on n'est pas limité et qu'on peut très bien la mettre un peu partout, quoi. Un ajout intéressant à réfléchir ce qu'on en fait et combien ce qu'on en met, quoi. Alors, pour moi, tu vois, le spoil de cette carte, c'est pas surprenant, mais voilà, qu'est-ce que c'est agréable. J'adore. Non mais, enfin, voilà, comme tu l'as dit, avec son effet, c'est très fort parce qu'on ne prend pas les effets comme le garde aérienne, on ne prend pas les effets de Lockmar, on ne prend pas les effets de Gilestel, mais on ne prend pas les effets des manœuvres non plus. On ne se prend pas les dégâts des manœuvres. Et je trouve ça très fort. En plus, elle a 6 points de vie, donc c'est compliqué à tomber, et elle a quand même 2 de riposte. Donc il faut quand même aller taper dedans. Alors, quand on parlait tout à l'heure d'auto-include, est-ce que auto-include, moi je pense que celle-là, je la mettrais un peu par défaut dans les decks Tyrasline, juste parce que ça peut contrer justement tout type de dégâts. En fait, ça peut faire chier tout le monde. Donc pour le principe, je la mettrais. Après, un autre point, c'est que je me dis, elle est cercle vassal.
est-ce que on n'aurait pas, encore une fois, peut-être plus tard, une bannière qui nous permettrait d'avoir cette carte directement sur table? Parce que le cercle, voilà, un cercle vassal, là, pour Ah. protéger ou quoi, est-ce que le cercle vassal, là, des bannières du cercle vassal, nous permettrait pas d'avoir cette carte posée directement en arrivée en jeu, et qui, dans ce cas-là, ne nous imposerait pas d'en avoir d'autres dans le deck? Je pense que ça peut être rigolo. Oui, c'est une bonne question. À voir, après on a déjà un effet de pop de cercle extérieur, donc est-ce que ça ferait pas trop redondant? Je sais pas. Voilà, à voir. Vous nous avez suivis jusqu'ici, c'est super, vous avez bien fait. On va pouvoir vous annoncer le premier spoil exclusif, le premier des deux. Et le premier est le bouclier de fortune. Il s'agit d'un attachement, donc bon, vous devez le voir à l'écran, coûte 1, il ajoute 2 points de vie, sans que ça nous coûte un prestige, entre guillemets. Et il a un déploiement, on incline notre bannière, on met 2 attachements de notre défaut sous notre deck pour gagner 1 d'or. Ça, j'ai eu l'occasion de le tester, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que déjà, rajouter 2 points de vie, moi je fais partie de ceux qui pensent que ça peut valoir 1. Ça me gêne pas trop d'inclure une carte qui fait ça. Je trouve qu'on a suffisamment de personnages intéressants en Tirasline pour vouloir prolonger leur vie. Je laissais à Srogat le plaisir de vous présenter les maths avec Godric. Euh, Ah là là, comme tu me connais bien. mais voilà, en plus son effet de déploiement, il n'est pas négligé parce qu'on a quand même quelques trucs là-dessus. C'est une carte enfin voilà, gagner un d'or, c'est pas anodin, et il est possible que cette carte ne coûte rien en or si on arrive à activer son déploiement. Non, mais c'est vrai que déjà, une carte qui donne plus de vie, bah c'est toujours intéressant d'avoir un peu plus de survivabilité. Mais elle permet donc de rentabiliser les équipements qu'on va mettre à la défausse avec la chasseuse, comme on disait tout à l'heure, avec le charognard du champ de bataille qui nous permet de piocher en défaussant un attachement. Donc ça permet pas mal de petites choses sympas. Et voilà, tu vois, non, j'ai pas dit que quand tu mettais sur Godric, il passait à 10 points de vie. J'ai rien dit. Bon, voilà. Non, mais blague à part, c'est vrai que il coûte 1, mais juste avec son effet, en fait, ça permet de réduire directement son coût à 0. Et pour peu qu'il soit joué au milieu de partie, vous le ferez quasiment à chaque fois. Donc je trouve cette carte vraiment, vraiment fun. Un ajout intéressant encore une fois pour l'archétype bouclier. Si vous ne l'avez pas testé, même si vous n'êtes pas joueur de Tirasline, je vous invite à essayer de faire un deck attachement. Je trouve ça très agréable. En plus, on peut utiliser la nouvelle cité qui a été spoilée, dont on a déjà parlé la dernière fois, mais vraiment, voilà, je vous invite à laisser sa chance à cet archétype. Et ben nous allons passer au dernier royaume. Nous allons passer à Carthège. Carthège. Alors Carthège déjà, il faut quand même le dire, hein, c'est le royaume, pour moi, hein, je donne mon avis, c'est le royaume qui tient la dragée haute à Westland en matière de beauté de certaines cartes, et notamment de tout ce qui est lié aux vampires. Juste avoir ces cartes-là sur le board, je pense que waouh, ça fait un effet incroyable. Bon, par quoi commence-t-on? Est-ce qu'on commence par la comtesse qui s'est fait one-shotter par cet immonde Oui, que- commençons par elle, ça mérite une bonne idée. Alors la comtesse, c'est Anastasia, qui est, tenez-vous bien, une 4-3, 7 pour 5. Vous avez entendu? C'est important, 7 PV. c'est très important. Elle file 3 de prestige si on s'en débarrasse, et quand on joue golem, on s'en débarrasse. Elle est noble Strigoi von Kringstein, et voilà, donc infiltrateur, c'est sympa, hein, c'est pas la première Strigoi infiltrateur, donc je pense que là, les Westland va sûrement apprécier jouer contre, contre les Strigoi, parce que ça fait beaucoup d'infiltrateurs. Et son action, on détruit le personnage sans avec une réaction. Dès qu'Anastasia détruit un personnage, elle se soigne de 1, ce qui veut dire que si on fait son action, mathématiquement, on se soigne de 1. Mais c'est un déclencheur qui est comme celui du chasseur, hein. Donc en fait, on peut aussi détruire un personnage d'air, ça marche. Ça marche, encore faut-il pouvoir attaquer. Quand j'ai vu la carte, je me suis dit, bon, attends, une 4-3, 7 pour 5. Bon, pareil, si je raisonne mon potentiel de dégâts, elle fait au moins 7. Elle a 7 PV, on peut pas la one-shotter. Donc, ça fait 4 plus 3 sur la riposte, voire 4 plus 4, et je compte même pas les effets de soins qui pourraient prolonger sa vie. Bon, vous avez compris que je me suis fait victimiser, donc 7, si, ça se fait en one-shot, soyons clairs. Non, j'avais une réaction au-delà de ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Alors, j'aime bien le côté infiltrateur, c'est cool, elle coûte 5, c'est pas donné. La question, c'est effectivement combien de temps est-ce qu'on peut la garder sur le board. Et au final, je m'étais dit 7 PV c'est bien, mais tu la soignes lentement. Parce que quand tu viens de prendre une mandale, allez, admettons que je ne me fasse pas one-shotter, que je prends juste 5 PV, 5 dégâts, pardon. Il reste que 2 PV. 2 PV, si je l'ai mise en ligne de front, elle est à la portée du premier érudit venu. et à la portée de beaucoup de gens, en fait. Et comme on la soigne de 1, voire de 2, parce qu'on a aussi un personnage qui est soigné de 2, dont on va parler juste après, c'est une action qui nous consomme, vous voyez, notre move, quoi. Donc ça veut dire qu'après on rend la main à l'adversaire, et donc au front, je sais pas combien de temps est-ce qu'elle va rester.
Et d'ailleurs, tu m'avais dit très justement, mais pourquoi tu la joues pas en ligne arrière le temps que. Bon, les filtrateurs, c'est dommage, mais ça pose la question finalement. Quel tempo est-ce qu'on va donner à un deck Strigoi? Est-ce qu'on va être tourné vers l'avant? Je dois vous avouer que j'étais très offensif lorsqu'on a fait la partie de V2. J'étais trop offensif, mais est-ce que ça suffit à en faire un deck tourné vers l'avant ou pas? Ou alors est-ce qu'il va falloir jouer vraiment sur la durée, compte tenu du fait qu'on soigne? Certes, on peut soigner, mais ça augmente petit à petit. Voilà, donc il y aura une vraie question de tempo à trouver pour jouer ces Strigoi. Et c'est pas inintéressant d'ailleurs, ça enrichit le jeu de manière intéressante plutôt que de dire juste j'ai un mec imbattable. Non, on sent qu'on est encore une fois sur le dosage au millimètre. Oui, c'est vrai qu'après les tests qu'on a fait, déjà pour l'instant, tous les Strigoi qui nous ont été présentés ont tous le trait infiltrateur. Ils ont tous la capacité infiltrateur. Et donc ça donne un peu une optique de jeu. Mais je suis d'accord que, mis à part la blague qu'on a depuis tout à l'heure, oui, elle s'est fait one shot, mais en fait, je pense en effet qu'elle n'est pas là elle ne peut pas se faire normalement one shot. Elle est là pour temporiser justement et pour être une plaie qui revient sans cesse, et que ça mérite d'autres tests plus approfondis de notre part. Après, ce qui m'inquiète plus vis-à-vis de la partie qu'on a faite justement, c'est qu'actuellement, il n'y a pas assez d'événements intéressants Strigoi. C'est-à-dire que les Strigoi, ils ont pas de quoi réduire, ils ont pas de Thornbreaker, quoi. Ils ont pas de quoi vraiment changer un combat. La seule carte qu'ils ont, c'est à condition qu'ils aient une riposte plus élevée que celle de l'adversaire, ce qui n'est pas le cas. On a vu ça dans la partie de Non, c'est test. vrai, hein. C'est Donc vrai. c'est très difficile à mettre en place. Donc je pense qu'elle est bien, mais comme tu dis, elle n'est pas là pour faire de l'aggro. C'est pas pour faire agressif. Je pense qu'il faut apprendre à la doser, il faut apprendre à la jouer, et que ça va être un mix entre Strigoi et Squelette pour arriver à trouver un petit compromis de contrôle. Mais je la trouve quand même très forte, notamment parce qu'elle synergise avec beaucoup de choses. Et donc je te laisse parler du spoil suivant. Tout à fait. Juste pour rappel, hein, peut-être, on a donc la menace grandissante qui permet de réduire la riposte des personnages adverses. Donc ça pourrait aller éventuellement avec la célérité supernaturelle dont tu as parlé. Mais le problème, c'est que la menace grandissante, au premier tour, elle fait 1, au deuxième tour, enfin, pas au premier tour, pardon. La première fois qu'on la joue, elle fait 1, moins 1, deuxième fois, moins 2, etc. Mais elle coûte 1 à jouer, ce qui fait que la première fois, je perds cette carte-là, je perds 1 d'or, et si j'ai la célérité, éventuellement, je file juste plus 1 d'attaque. Ça fait beaucoup trop d'éditions pour juste filer plus 1 d'attaque, quoi. Voilà. Donc, je sais pas si finalement, on pourrait penser que il y a matière à construire quelque chose, mais au final, bon, voilà, je trouve ça un petit peu. L'effet de la célérité est presque un peu mou à mes yeux, mais bon, à voir à l'usage. Alors, tu voulais que je parle, j'imagine, du mets délicieux. Tout à fait. Le J'aime mets beaucoup ce nom. délicieux. De quoi s'agit-il? Il s'agit de 2 charmantes jeunes filles qui, visiblement, échangent sur leur goût en matière de nourriture. Donc, c'est un personnage qui coûte 1, la 003, qui est 100, et ça c'est important, d'être 100, et qui a une action. Quand on l'incline, on lui inflige 2 points de dégâts et on soigne de 2 un personnage Strigoi. Donc c'est l'exception par rapport à ce que je disais tout à l'heure où on soignait que de 1. Avec elle, elle a 3 PV, donc je peux faire son action une fois pour la laisser à 1 PV et finalement soigner de 2 un personnage Strigoi. Donc ça c'est bien, ça va permettre de soigner un peu plus vite. D'autant qu'elle synergise avec l'amande de la mort, qui permet, Oui. à la fin du tour, d'aller chercher un personnage champ dans le deck et de le mettre dans la main, et donc d'aller en chercher comme ça, etc. Et d'aller épurer son deck et d'aller chercher un peu des cartes supplémentaires. Donc je la trouve très sympathique, cette petite carte pour 1. Tu as raison de le souligner, parce que c'est vrai que la Vente de la Mort, on manquait un peu de cible. Jusqu'à présent, on pouvait chercher ok, le valet, mais sinon, ça s'arrêtait là, ou une amante de la mort. En tant que telle. Donc ça rajoute en plus une cible potentielle pour son action, sa réaction de fin de tour. Tu as bien raison de le souligner. Ouais. Tu veux parler du spoil? Ah, le spoil. Alors, je crois Vas-y. qu'il y avait... Je vais faire une petite intro, si tu veux bien. Oui, vas-y. Depuis qu'on a spoilé le manoir von Kringstein, d'ailleurs, j'aimerais quand même enfin pas un errata, une précision pour savoir comment est-ce qu'on prononce ce truc. Eh bien, je vous rappelle l'effet du manoir qui est une cité, la cité Carthage, qui a été spoilée, qui permet, en inclinant de la cité, en dépensant un d'or et en détruisant un personnage 100, de mettre en jeu un personnage errant qui coûte 1 ou moins, depuis la défausse. Et depuis qu'on avait connaissance de ça, je pense qu'on se demandait tous, mais qu'est-ce que c'est qu'un personnage errant qui coûte 1 ou moins? Est-ce que ça vaut ce sacrifice? Et donc c'était, de mon point de vue, même si je ne suis pas joueur Carthage, c'était la carte que j'attendais le plus. Et figurez-vous que c'est la carte que nous avons eue en spoil, mes amis. Alors là,
Là, si ça vaut pas le coup d'écouter les éclaireurs pour ça, regarde, je sais pas ce Ah ouais, qu'on peut ouais, faire de plus. regardez-moi cette carte comme elle est belle. Et oui, vous ne rêvez pas. Pour un, la nana, c'est une 2-2-2 infiltrateur. Errant Strigoi. Donc, elle coche quand même pas mal de cases. Elle rapporte pas de prestige. C'est pas grave, on peut la passer au broyeur. Ça aide pas l'adversaire à gagner. Le Ah non, mais palladium, le palladium. et en plus, non mais elle a vraiment tout. Hein. Franchement, autant 2-2-2 pour 1, on connaissait déjà. Bon, chez les cheatés de JSTL, mais on parle pas parce que JSTL ils sont en D1. Mais pour tous les autres joueurs qui sont en D2, on connaissait quand même. Chez Carthège, évidemment, on connaissait aussi, c'est dans le starter. Mais bon, là, elle est infiltrateur, quoi. Et elle est Strigoi. Et donc, elle est récurrente grâce à la cité. Quand je vous disais qu'il y avait beaucoup d'infiltrateurs si on jouait l'archétype Strigoi, donc on a le chasseur, on a Anastasia et on aura la nouveau-née affolée. Donc autant dire que là, les lignes arrière, les lignes de soutien, je pense que c'est comme si elles étaient devant, hein, Oui, concrètement. voilà, Parce que même faut s'il y a un faire. infiltrateur devant, il va prendre toute la merde du monde sur la gueule et après pouvoir attaquer derrière. Donc là, clairement, c'est vachement sympa. Enfin, c'est top. Vraiment, je trouve que c'est une excellente carte. Et je laisserai peut-être Strogat en dire un mot. Mais je trouve que c'est une très bonne raison, effectivement, d'essayer de jouer le manoir. Et pour avoir essayé, c'est pas pour autant complètement délirant en matière d'effet, quoi. On domine pas le board juste grâce à ça. C'est bien, mais il faut réussir à bien le jouer, quoi. Oui, voilà, je suis tout à fait d'accord. Cette carte, c'est vrai qu'elle est magnifique. Et en plus, au niveau des stats, elle est infiltrateur, elle a des stats intéressantes. Euh, du coup, elle synergise parfaitement parce qu'elle est là pour jouer avec la cité. Malgré tout, elle n'est pas trop forte. C'est-à-dire qu'après l'avoir testée, la cité, il y a quand même un coût pour pouvoir aller la chercher, qui est un sacrifice. Et du coup, il y a quand même une compensation. Mais quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que la profanation intéressée, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette manœuvre Carthège, la profanation intéressée permet d'aller chercher une carte avec un coût en or de 1 ou moins dans votre deck, de le défausser, de gagner un d'or et piocher une carte. C'est la manœuvre de base généralement jouée par Carthège. Et bien la profanation intéressée marche également sur ce nouveau-né affolé. Donc au lieu d'aller chercher des inlassables, tour 1, vous allez chercher votre nouveau-né affolé, et puis ensuite vous allez pouvoir partir là-dessus pour faire tourner votre deck. Et du coup, on a besoin que d'une carte au cimetière pour pouvoir le faire. Alors que les inlassables, on a besoin de 3 inlassables. Donc c'est une autre façon de jouer. Elle est forte, elle est intéressante, elle est surprenante. Et pour 2 en infiltrateur, ça permet de venir sniper un petit peu ce qui manque. Elle est parfaite. Je pense que ça peut nous monter une nouvelle synergie. Et ça va très bien avec les Strigoi. À condition, encore une fois, qu'on ait possibilité d'avoir du récurrent et de faire tourner le deck avec peut-être d'autres événements. Ça pose aussi même la question jusqu'au build, hein, parce que finalement, il suffit pas juste de dire, enfin si on peut le dire, hein, je mets tous les Strigoi, je mets tous les 100, on voit ce qui sort. Bon, je connais un ami, il a testé, ça n'a pas marché. Ça va marcher. Bon après, l'ami ne joue pas très bien, hein, donc soyons clairs. Autant il aime bien les belles cartes, autant c'est un piètre joueur. Mais bon, non et puis si vous faites le compte, de toute façon il manque des cartes. On fait pas un deck avec ça, donc il faut réussir à choisir ce qu'on met à côté. Mais c'est vraiment intéressant en termes de design. Là pour le coup, autant j'avais été un peu sévère avec la manœuvre 7-2 qui fait un point de dégâts si on a un Strigoi en jeu. Je suis toujours sévère parce que j'ai pas réussi à la sortir. Mais là, voilà, pour le coup, nouveau-né affolé et manœuvre en Krichtail, merci EQ. J'ai vraiment hâte de pouvoir explorer encore plus en avant Carthège parce que je trouve que c'est un archétype qui me plaît beaucoup. Voilà, et qui se laisse peut-être pas facilement dompter. Et c'est ce qui en fait la richesse, je trouve. Oui, et puis les différents Strigoi qu'on nous a présentés, que ce soit l'Aimé délicieux, l'Amande de la mort, le Nouveau-né affolé, ce sont des cartes qui coûtent peu cher. C'est-à-dire qu'on va pouvoir temporiser grâce à ça. Plutôt que de poser des gros tons, on peut mettre des petites cartes qui coûtent peu cher mais qui ont quand même des effets intéressants pour essayer de temporiser la partie, pour après justement ramener notre nouveau-né au moment où ça nous intéresse le plus, ou jouer notre Anastasia quand ça nous intéresse le plus. C'est une autre façon, je pense, d'appréhender le match-up. Pour finir, je vous invite à réécouter ce qu'on avait dit, ou relire ce qu'on avait dit avec Téchrist, qui disait on aurait pu imaginer un monde où finalement on ne joue qu'avec des cartes première ligne. Sans carte en soutien, parce que le soutien, quelque part, faut un peu de temps pour rentabiliser une carte en soutien, ça a un surcoût, etc. Et là, je me dis, autant je disais tout à l'heure contre Wasteland, je pense que Wasteland, il doit pleurer un petit peu pour ses pauvres archers. Autant par contre, quand si je joue contre un deck qui n'a qu'une première ligne, qu'une ligne au front, enfin que des personnages au front, et du coup, mon infiltrateur, il servira pas à grand chose, alors sauf éventuellement à protéger les miens, hein, si j'en ai en seconde ligne. Mais la question se poserait peut-être de est-ce que si j'enlevais infiltrateur à tous mes Strigoi, il serait aussi bon? Parce que c'est ce qui arriverait si j'avais que des personnes en première ligne en face.
Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, je pense que c'est une analyse qu'on pourrait faire et partager sur un prochain épisode. Ah bah voilà, ça tombe bien, faut qu'on réinvite Chris pour qu'il nous parle de cette Tout à théorie fait. de l'absence de seconde ligne. Donc ça nous fera une belle transition pour la rentrée par contre, parce que vous avez compris Oui. que là on va essayer de prendre un repos bien mérité. Quelques vacances en attendant d'avoir des cartes dans les mains. Voilà, on tente d'avoir la carte dans les mains. Bon, on a quelques idées pour la chaîne, on se prononce pas pour le moment parce qu'on sait pas trop où est-ce qu'on ira parce que dans quelques mois, mais on a quelques idées quand même d'autres émissions, notamment d'ouverture de booster. Je crois que ça avait été demandé. Oui, ça a été Je sais pas si demandé. t'en penses. Regarde, est-ce qu'on ferait une ouverture de booster? Ah, moi, j'aimerais bien faire une ouverture de booster. Oui. Ah ouais, moi j'aimerais bien avoir des boosters. J'aimerais bien faire une ouverture de quelque chose. Ok, bon, bah, on fait ça. Eh bien, écoutez, on va peut-être pas vous souhaiter votre vacances, on est un peu tôt pour ça. On va juste je sais pas, nous souhaiter d'abord de bonnes nouvelles pour la suite, en ce qui Ouais. concerne le jeu. Merci à tous, amusez-vous bien et puis faites un maximum de parties en attendant l'arrivée du jeu. Ciao! Ciao!